Bonjour à tous, donc avec l'année 1996 à la WWF aujourd'hui. Donc une année que je connais très bien et que je trouve assez fascinante. Elle est un peu particulière, elle est un peu comme ce que j'avais dit pour 92. Elle est un peu prise entre deux périodes. Donc 92 c'était pris entre la Hogan Era et la New Generation. 96 c'est pris entre donc, la New Generation, donc 93, 94, 95, et l'Attitude Era qui suit. Et on a des restes de la période précédente et on a pas mal de prémices et de choses très importantes concernant la période suivante qui arrivent dans cette année-là. Alors, ce que j'aime bien faire, parce que je me dis, bon, moi je la connais très bien l'année, hein, je l'avais suivi à l'époque, j'avais 10 ans. Je regardais les Superstars toutes les semaines, après Minus et Cortex. Je suis sûr que les gens qui ont regardé à l'époque se rappelleront de ce petit détail-là. Voilà, donc je regardais Minus et Cortex, puis les Superstars. Donc, bref, j'avais enregistré ça, je les ai regardés mais plein de fois, les Superstars de l'époque. C'est plus tard que j'ai vu les pay-per-view et les Raw, ceci dit. Mais n'empêche que ouais, ça fait partie des années que je connais vraiment très bien. Et je me rends compte aujourd'hui, j'aime bien faire ça. Pour ceux qui ne connaîtraient pas trop l'année, j'aime bien commencer par ce qui me vient à l'esprit en premier quand on me dit 96 à la WWF. Et là, pour le coup, moi, je pense tout de suite à Steve Austin. C'est l'année, en fait, et c'est peut-être le truc le plus important à retenir, c'est l'année où Steve Austin arrive. Bon, il arrive officiellement tout à la fin de l'année 95, mais bon, on va se dire que c'est pour 96. Et devient Stone Cold Steve Austin, etc. Enfin, devient Steve Austin, tel qu'on le perçoit quand on pense à son nom, dans l'année. Donc, c'est le fait marquant de l'année, donc je vais y revenir un petit peu à travers mes différents awards et tout ça. L'autre truc important peut-être de l'année, en fait c'est bizarrement je pense que c'est plus important, mais voilà, je voulais commencer par l'image forte. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que c'est une année à part et que c'est ni l'Attitude Era ni la New Generation. C'est que les stars de l'Attitude Era arrivent ou sont en train de se forger. Mais 96 c'est aussi l'année où on a le départ de trois lutteurs très très importants de la New Generation, plus un hiatus pour Bret Hart, qui était probablement le lutteur le plus important des 3-4 années précédentes. Les trois autres, c'est Shell Whitman, One Street Kid, Kevin Nash et Scott Hall, donc Diesel et Razor Ramon. Les trois partent au début de l'année. Donc pour Shell Whitman, c'est un peu plus tôt, mais en mai, les trois sont partis. Et si tu enlèves Bret Hart, Razor Ramon, Diesel et One Street Kid de mes top 20, c'est-à-dire que tu enlèves tous les matchs contenant l'un de ces gars-là de mes top 20 de 93, 94 ou 95, il ne doit pas rester grand-chose du tout. Ouais, il doit rester un peu de Shawn Michaels et voilà quoi. Et encore, Shawn Michaels a beaucoup travaillé avec ces gars-là, donc ça fait pas grand-chose. Donc ça, forcément, ça change le paysage, puisqu'ils vont être remplacés par d'autres mecs, à savoir Vader, Mankind et Steve Austin, principalement sur 96. Donc forcément, ça change le délire, automatiquement. Et au niveau du produit, on sent qu'on se détache un petit peu du truc un peu flashy, fluo, très années 90 pour ce que ça a de plus kitsch, pour aller dans le côté années 90 qui est un peu plus classe aujourd'hui, avec un truc un peu plus sombre, un peu plus edgy. On commence à un peu plus jouer avec la frontière, avec la réalité. On a notamment le moment où Bret Hart fait son retour à la fin de l'année, où on voit Vince McMahon qui a l'air d'être dans le rôle qu'il était réellement, c'est-à-dire de président de la WWF, et moins dans ce rôle un petit peu de commentateur. Voilà. On commence à envoyer des tacles avec Shawn Michaels et Bret Hart. Là, on commence à avoir ce truc un peu edgy, et puis bien sûr avec Steve Austin, je pourrais parler de Brian Pillman un petit peu aussi, donc voilà. Il y a, et puis même la manière dont on va humaniser l'Undertaker, par exemple, on va se détacher un peu de ces trucs un petit peu ridicules, qui vont revenir de temps à autre, on est bien d'accord, hein, mais le ton est assez différent aussi. Mais c'est pas l'attitude là quand même, c'est juste les prémices. Donc c'est assez intéressant à voir aussi pour ça. Petit aussi, je voulais peut-être faire ça, un petit contexte aussi rapidement. Enfin, en 96, on est comme en 95, on a 5 grands pay-per-view, donc Royal Rumble, WrestleMania, King of the Rings, SummerSlam, Survivor Series. Et tous les mois où il n'y a pas un de ces pay-per-view là, on a un In Your House, donc un petit pay-per-view de 2 heures. Raw, ça dure qu'une heure. On a Raw et Superstars uniquement, donc il n'y a pas 15 000 trucs à regarder. Superstars, c'était très secondaire. Tu regardes pas Superstars, tu loupes plus ou moins rien. Donc en fait, si vous voulez vous faire la saison, admettons, vous pouvez regarder tous les Raw. Il y en a donc 4 par mois d'une heure. Donc en 4 heures, c'est plié. Hein. Voilà, ça vous prendra moins de temps que de regarder un pay-per-view actuel. Et les pay-per-view, c'est 3 ou 2 heures. Donc c'est assez tranquille à regarder. Voilà, petite info. Dernier truc dont je voulais parler, enfin deux choses, dont j'aurai pas l'occasion de parler à travers mes awards, ce que je vais faire juste après. Il y a un événement assez important, enfin un peu connu, c'est pas vraiment important, mais c'est connu, donc je voulais en parler rapidement. En 96, il y a ce qu'on appelle le Madison Square Incident, Madison Square Garden Incident. Donc c'est lors d'un house show de la WWF au Madison Square Garden, donc non télévisé. À la fin du show, puisque c'était la dernière date pour Scott Hall et Kevin Nash avant qu'ils partent à la WCW. Ils avaient un match, alors je crois que c'était Diesel contre Shawn Michaels en cage. Et après le match, Scott Hall et Triple H sont venus et ils ont fait une espèce de, je sais pas comment dire ça, une sorte de câlin. Enfin, ils sont mis bras dessus, comme ça.
un peu genre on va rester amis même si on n'est pas dans la même compagnie, on va avoir un truc comme ça. Et donc ils ont brisé le kayfabe puisqu'ils respectaient plus le truc heel face ni rien, ça n'avait aucun sens dans les storylines, enfin bref. Bon, en soi, c'est pas plus important que ça parce que le kayfabe à l'époque n'était pas très fort et que c'était non télévisé. Mais ils ont pris de la hit à cause de ça. Comme Scott Hall et Kevin Nash n'étaient plus là, ils pouvaient pas de toute façon que sanctionner. Shawn Michaels était champion poids lourd. Ah, putain, c'est l'autre truc dont il faudrait que je parle quand même un petit peu avant de démarrer mes awards. Oui, parce que 96, c'est l'année où Shawn Michaels devient champion poids lourd pour la première fois. Accessoirement, c'est quand même intéressant. Mais j'y reviens. Du coup, c'est Triple H qui va prendre la hit là-dessus et va avoir un dépush. Après, il va un peu être en dehors des radars ou mal utilisé, un peu à perdre des matchs et tout ça après pendant quelques mois. Donc ça, c'est un peu intéressant à connaître. Autre chose dont je voulais parler avant de venir sur Shawn Michaels champion, parce que c'était l'autre truc important de l'époque, enfin de l'année. En regardant un petit peu pour préparer ma vidéo, j'ai regardé un peu les cartes des pay-per-view pour me rafraîchir un peu la mémoire, et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que c'est la seule année, enfin je crois, où beaucoup de lutteurs font le match du pré-show, donc les dark matchs qui étaient non télévisés, et un match dans la carte principale en plus. Ça arrive vraiment plein de fois, et je crois que c'est jamais arrivé avant, et je me dis, donc, enfin je me rends compte en fait que le roster était super réduit à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de lutteurs, je sais pas combien ils étaient. C'est je pense une des années où ils ont le roster le plus réduit de leur histoire, la WF en tout cas de 84, 85, quand Vince commence à prendre le contrôle et recrute en masse, jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est peut-être l'année où ils ont le roster le plus réduit, ou une des années où ils ont le roster le plus réduit, avec, donc ça doit être de toute façon, si c'est pas 96, ça sera genre 93, 94, 95, dans cette époque-là, 97. Autre chose qui pourrait témoigner de ça, faudrait regarder, bon, je pense que si quelqu'un est motivé à le faire, mais si on regarde les Royal Rumble 96 et 97, le match, le Royal Rumble match, je pense que c'est les deux Royal Rumble où il y a le plus de guests. Donc voilà, c'est un autre symptôme de ce que je dis, c'est que le roster était super réduit à l'époque. Du coup, tous les gars qui sont dans le roster, on les voit quand même pas mal. Après, avec des fortes universes, mais quand même. Et puis donc, oui, 96 accessoirement, mais c'est quand même intéressant de le savoir. Non, je pense que sur le coup, c'était le truc le plus important de l'année. C'est l'année où Shawn Michaels devient champion poids lourd pour la première fois et est mis en top babyface, porte-drapeau de la compagnie et tout ça. Donc ça va pas marcher au niveau des ratings pour Raw, qui vont être battus par Nitro, donc WCW toutes les semaines. Mais je pense pas que ce soit véritablement de sa faute, c'est plus un produit d'ensemble et de star power d'ensemble, tout ça. Il fait un super taf, Shawn Michaels, dans l'année, mais voilà, c'est aussi le truc marquant pour les fans de Shawn Michaels, c'est une année super importante, ce qui devient non plus un upper mid-carder, quasi main eventer autour du titre intercontinental, plutôt heel comme il était depuis pas mal d'années. Il devient le babyface autour du titre mondial, donc ça, il change un peu de statut et de rôle dans la fédération, surtout en l'absence de Bret Hart et le départ de tous ces mecs dont j'ai parlé. Voilà, tout le reste de ce qui s'est passé, de toute façon je vais y venir dans mes awards, donc je vais attaquer maintenant avec, comme d'hab, le premier, le lutteur le plus surutilisé de l'année. Et il y a du niveau, alors je vous mets directement les images mais je commente, et je vais commencer par commenter par le fait que j'ai pas mis sur le podium deux gars qu'on aurait pu largement envisager, à savoir Sid, qui devient quand même champion poids lourd en 96 et qui est pas un très bon lutteur, on va pas se mentir, mais en 96 il était très over et il a eu quelques bons matchs, notamment contre Shawn Michaels et Bret Hart. Bon, forcément avec ces mecs là en face c'est plus facile, on est d'accord, mais quand même, je dirais qu'il a pas été trop gênant, donc je trouve qu'il s'évite le podium. De même, Ahmed Johnson, alors ça peut être plus surprenant parce qu'il a quand même une espèce de réputation d'être un des pires lutteurs de tous les temps. Et il est champion intercontinental quand même une partie de l'année, donc on peut considérer qu'il a été surutilisé. Ceci dit, c'est son premier run, il n'est pas encore trop blessé, parce qu'après il n'arrête pas de se blesser, il est tout pourri, c'est infernal. Le premier run encore, il a quelques matchs potables quand on lui met un bon worker en face, c'est ce qu'ils ont fait. Il a été assez protégé par le booking, puisqu'il est souvent mis dans des tag matchs avec Shawn Michaels ou Bulldog ou Owen ou quoi. Donc il a des bons workers avec lui. Et en one-on-one, il a surtout le match au Royal Rumble contre Jeff Jarrett, qui est pas si mal. Et le match contre Goldust à King of the Ring, qui est pas top, mais ça va, parce que ce sont des bons workers, Jarrett et Dustin Rhodes. Donc, il m'a pas dérangé outre mesure. De toute façon, il se blesse au mois d'août, et on le voit plus après. Donc bon, c'est évidemment pas super réjouissant de voir les matchs d'Ahmed Johnson, mais c'est pas la purge intégrale qu'on pourrait imaginer. Donc pire que ça, je trouve l'Ultimate Warrior, numéro 3 du podium. Alors, il reste pas longtemps du tout, mais mine de rien, il squash Triple H avant le Madison Square Garden Incident. Hein, donc, c'était pas une sanction pour Triple H. Il squash un jeune talent qui était quand même bon à l'époque, Triple H. Donc, ça, c'est toujours gênant. En 5 secondes en plus, enfin bref. Il fait des promos kitschissimes, il est infernal. Il a un match absolument lunaire contre Goldust à
In Your House 7, où il fume un cigare, enfin ça ressemble à rien, c'est incroyable. Mais surtout là où je le mets surutilisé, c'est que donc, tout ce qu'il fait c'est nul. Quand il vient à Raw, ils mettent du son de public par-dessus pour donner l'impression qu'il est over, mais c'est pas, voilà, c'est pas tellement le cas. Et surtout, le mec a été un tel connard, puisqu'il ne venait pas au house show. Il a fait no-show plusieurs fois, au point où ils l'ont viré. Et ils ont carrément annoncé à l'écran à Raw, on vire l'Ultimate Warrior parce qu'il ne respecte pas ses fans, il n'est pas venu, il y a des gens qui ont payé, qui ont peut-être fait des kilomètres pour venir le voir, il n'est pas venu. Enfin, ils le descendent. Ce qui est assez étonnant quand même de penser que des années plus tard, ils vont faire le Warrior Award là, pour des enfants. Enfin, voilà. Enfin bon, vous avez compris, de toute façon, j'en ai parlé dans d'autres vidéos que je suis pas très fan du Warrior. Même si en lutteur, je pense qu'il y a pire, au final. Mais l'homme a l'air d'être juste une grosse bite, hein, à un moment donné. Donc bref, voilà, ça c'est... et ça fait partie des trucs que j'ai eu envie de passer, hein, quand j'avais regardé la saison il y a quelques années, dans l'ordre et tout, en détail, les trucs avec le Warrior, j'étais putain, quoi, c'est chaud. Et il était prévu pour être dans le main event, mine de rien, puisqu'il a été impliqué juste avant d'être viré dans la storyline avec Shawn Michaels et le clan Cornet, avec Vader, Bulldog, Michaels, donc voilà. Parce qu'encore il sera en anecdote sur le côté, hein, j'ai envie de dire, bon. Mais non, il a un match pour le titre intercontinental et le main event, donc quand même. Numéro 2 sur le podium, Jake the Snake. Alors je suis un très gros fan de Jake the Snake, heel, tout ça, dans ses prime years. Mais là il est infernal parce que déjà physiquement il est au bout du rouleau. Il fait toute l'année, avec tout un tas de trucs nuls, notamment la rivalité avec Jerry Lawler autour de l'alcoolisme et ce match à SummerSlam immonde. Mais en plus il a même plus sa saveur au micro, qui est quand même sa principale force à Jake the Snake, au-delà de la psychologie dans le match, c'est tout son personnage, son charisme et le talent au micro. Et il n'y a pas ça. Puisque là, il est dans un rôle de babyface, newborn Christian, qui a vu la lumière, il est redevenu un bon gars et tout. Alors, ça a duré qu'un an, ceci dit. Et voilà, donc c'est une perte de temps et c'est beaucoup de temps d'antenne à l'arrivée pour rien de bon, que ce soit au micro ou in-ring. Le seul truc bien, c'est qu'il a un peu servi à Steve Austin, à King of the Ring, mais c'est pas de son fait véritablement, donc je passe. Et enfin, numéro 1, et là j'ai envie de dire, j'ai pas hésité une seconde à dire que c'était numéro 1 du podium, parce que c'est juste le truc le plus incroyable de tous les temps. Enfin, je veux dire, l'idée la plus merdique de tous les temps, on y est, hein. Il y a des trucs bien pourris avec Vince Russo, mais là on est quand même pas mal. Vince Russo, je crois pas qu'il soit derrière tout ça. Je sais pas de qui est l'idée, il faudrait que je me renseigne. La WWF va décider de remettre la gimmick de Razor Ramon et Diesel, alors que Scott Hall et Kevin Nash ne sont plus là, sur 2 autres gars. Donc, peu importe qu'il soit talentueux, parce qu'après tout, celui qui fait Diesel, c'est Glenn Jacobs, qui est quand même pas non plus immonde, hein, c'est celui qui fera Kane. Celui qui fait Razor Ramon, par contre, il a manifestement aucun talent. Mais juste, c'est pas eux, quoi. C'est juste pas Kevin Nash et Scott Hall. Ils ont pas le quart du charisme. Et encore, quand je suis gentil pour dire le quart, parce que celui qui fait Razor Ramon, je pense qu'il a même pas le 5e du charisme de Scott Hall. Et ni le talent d'ailleurs. Mais voilà, quand bien même ça aurait été des bons lutteurs qui auraient pris la gimmick, c'est juste une idée de merde. Et ça dure quand même quelques mois. Et ils ont quand même des matchs en pay-per-view, dont un match par équipe pour le titre de Owen et Bulldog. Donc voilà, tu peux pas dire que c'est là encore juste une anecdote, et c'est juste infernal. Donc voilà, donc dans le genre... en fait, c'est un peu mon Award Wrestle Crap. Je balance tout dès le départ, et maintenant je vais parler que de positif, et je vais passer. Enfin, on a quand même un podium très solide, là, hein, vous avez remarqué, avec 2 mecs en backup, ainsi des Ahmed Johnson, c'est quand même pas mal aussi. Le contraire, on va dire du bien. Sous-utilisé de l'année, donc les mecs que j'aurais voulu voir plus. Alors comme j'ai dit, le roster a été réduit, donc on n'a pas cette impression de frustration d'avoir un mec qui est dans l'ombre complètement ou quoi, comme on peut l'avoir facilement avec la WCW qui a 15 000 lutteurs. On les voit tous. Maintenant, il y en a que j'aurais voulu voir plus ou mieux utilisés, ou dans des storylines, ou voilà. Donc notamment les New Rockers, numéro 3 de mon podium. La division par équipe, elle est pourrie à l'époque. Autant être clair, c'est le gros point noir de l'année. Et je pense que les New Rockers étaient la meilleure équipe. Donc c'est Al Snow, hein, qui se faisait appeler Leif Cassidy à l'époque, et Marty Jannetty. Donc c'était une bonne équipe. Et dans un paysage où la division par équipe était vraiment faible, je regrette vraiment qu'ils n'aient pas mis les New Rockers plus au devant de la scène. Voilà, plutôt que les Godwins ou les Body Donas. J'ai rien contre les Smoking Guns, mais voilà quoi. Donc ce petit regret, même si c'est pas non plus un truc de fou. Numéro 2, j'ai mis Bradshaw, donc le futur JBL, qui est rookie dans l'année, et qui est un bon worker, un bon brawler, un peu à la Stan Hansen, managé par Oncle Zebeka, ce sera le futur Zeb Colter, Dutch Mantel quand il était lutteur. Qui était bon, qui était en forme, qui était intéressant, mais qui a aucune storyline, aucune rivalité, rien. Des petits matchs comme ça, par-ci par-là. Peu de matchs en pay-per-view, peu de matchs ambitieux de plus de 6-7 minutes. Donc c'est un peu, ouais, c'est une petite frustration sur lui.
Bon, maintenant, il a quand même, voilà, il arrive quoi. Donc c'est bon, il a quelques matchs potables, notamment un contre Savio Vega à Superstars le 18 mai, que je mets en recommandation. Vous avez mon top 20 des meilleurs matchs en dessous, et puis quelques recommandations comme ça. Et puis donc, numéro 1 sur le podium, je l'ai évoqué, je vais dire Triple H, du fait des push et du passage à vide, un peu de la traversée du désert qu'il a entre mai et septembre, en gros. Où quand même, c'était un des meilleurs workers, un des meilleurs mid-carders, qui était over, qui avait un bon personnage, enfin qui était over, qui avait de la hit sur lui, qui avait un bon personnage, qui était pas mal. Entre le squash à WrestleMania plus ça, je trouve que voilà, on peut le mettre numéro 1 dans les lutteurs qui ont été sous-utilisés, mais pour le coup ça s'explique, donc rien de mal. Je passe, début retour de l'année. Alors, début retour de l'année, ça a été très dur, parce qu'il y en a 4 qui sont super bien. Donc je vous mets mon podium, mais je vais tout de suite évoquer 2 qui ne sont pas sur le podium, qui sont à voir à mon avis. Plus anecdotique, mais comme je suis un fan, je le mets, enfin j'en parle. Il y a le retour de Roddy Piper en tant que general manager, commissionneur, enfin appelez ça comme vous voulez, enfin en tant que président à l'écran à l'époque. Puisque Gorilla Monsoon se fait détruire par Vader, il est blessé, donc il ramène quelqu'un d'autre pour incarner ce rôle, et ce sera Roddy Piper, c'était une grosse surprise. Et c'est un super feel-good moment, si vous aimez Roddy Piper. Mais moi c'est un des hommes, hein, sans prendre la carrière de lutteur, juste homme dans le business que j'aime le plus, donc voilà. Et il arrive avec un grand sourire, il regarde le public comme ça, le public fait une pop monstrueuse, donc c'est super cool. Il a l'air tellement content d'être là. Et ça va avoir un peu d'incidence, puisqu'il va suspendre Vader d'abord. Il va y avoir une rivalité avec Goldust, et il va être celui qui va, à l'écran, donner l'idée du Iron Man match, et faire que le Shawn Michaels Bret Hart de WrestleMania soit un Iron Man match. Donc voilà. Pas tout ça dans le même segment, hein, quand même, mais voilà. Donc ça, c'est un petit segment que j'aime bien. Et puis surtout, voilà, le début retour qui ne sera pas sur le podium, et qui était vachement bien, je trouvais. Ce sont les débuts de Mankind, donc Mick Foley. Il y a des gros débuts hein, dans l'année 96, donc Mick Foley quand même. C'est intéressant quand même de se dire dans une période de 2 ans, ils vont recruter tous les lutteurs les plus importants de l'Attitude Era. Je vais y revenir tout à l'heure, quand juste près, là, je vais faire les awards des nouveaux venus, vous allez voir. Et Mankind fait ses débuts donc avec sa gimmick, une idée de Mick Foley, qu'au départ Vince McMahon voulait repackager différemment. Heureusement, il a insisté pour que ça se passe comme il voulait. Et donc en fait, ça s'est fait par des vignettes où on voyait ce mec dans des pièces sombres un peu, voilà, on voit qu'il a une oreille en moins, un masque dégueulasse, il dit des trucs très misanthropes, il est un peu bizarre. Moi, il me faisait un effet quand même assez particulier quand j'avais 10 ans, hein, voilà. Et il fait ses débuts à Raw le lendemain de WrestleMania. Il a un match contre Bob Holly, qui était un jobber pour les stars. Il le bat par le Mandible Claw, qui est une nouvelle prise, donc les doigts dans la bouche. Là, l'autre, il crache et tout, ça a l'air vraiment infernal. Et puis il crie, il fait son bruit, là, il a l'air complètement taré avec ça. Et puis plus tard dans la soirée, il fait la même chose. Il vient intervenir dans un match entre Undertaker et Bradshaw, justement. Il fait la Mandible Claw sur l'Undertaker, et même effet, on voit l'Undertaker tomber dans les pommes en crachant de la salive comme ça, et puis Mankind qui crie, et puis là, ah, et tout comme ça, enfin bref. et je trouvais que ça avait fait un gros impact, même si sur le coup, et c'est pour ça que je l'ai mis 4ème, on pouvait se dire, oui, encore un mec qui va se faire défoncer par l'Undertaker après avoir eu son petit moment de gloire. Il s'avère que Mankind va avoir un rôle beaucoup plus important que ça, et beaucoup plus suivi. Mais voilà, un bon impact sur le départ. Mais c'est pas sur mon podium. Donc le podium, il est très fort. Numéro 3, j'ai mis les débuts de Vader. Alors ça, c'est excellent. Malheureusement, ce ne sera pas trop bien suivi, mais les débuts sont super. Il fait ses débuts dans le Royal Rumble match, où il défonce plein de monde, notamment les 2 Headhunters, 2 lutteurs de Porto Rico. Il les détruit, c'est super cool à regarder. Hyper stiff. Il se fait éliminer un peu comme un con par Shawn Michaels, avec Yokozuna, enfin bref. Et il est tellement énervé qu'il revient dans le ring et il pète plein de monde, il élimine des gars, mais ça ne sera pas compté comme des éliminations parce qu'il était lui-même officiellement éliminé. Du coup, le lendemain, Gorilla Monsoon, le président à l'écran, si vous voulez, le general manager de Raw, enfin de WWF en entier, le réprimande, je crois qu'il lui met une amende d'abord, donc Vader s'énerve, donc après je crois qu'il lui dit je vais te suspendre, et Vader s'énerve, il le détruit, il lui fait son Vader bomb et tout, donc enfin, bref, il est hyper agressif, et c'est la première fois qu'on voyait ça, je crois, dans l'histoire du catch américain en tout cas, même certainement mondial, j'imagine, un lutteur s'en prendre à l'autorité, parce que voilà, c'était pas non plus évident. À l'époque, l'autorité était vue comme face, c'était le cadre, donc c'était normal. Et Vader s'en prend, et donc t'as Jim Cornette aussi qui essaie de l'en empêcher, mais son manager, hein, et il n'y arrive pas et tout, donc il est un peu incontrôlable, une brute comme ça. Donc ça lui donnait vraiment un gros truc. L'histoire, c'est qu'il devait être mis en repos pour pouvoir se faire opérer à l'épaule, et donc ils se sont dit on va te faire tes débuts pour créer un buzz, et puis tu vas être suspendu officiellement in kayfabe pendant 2 mois, et tu vas revenir à WrestleMania. Et quand il revient, c'est vrai que l'effet du truc est un peu retombé. Ils vont avoir du mal à le réactiver, et puis ils vont pas faire tant grand chose que ça avec Vader, qui sera quand même intéressant dans toute l'année, mais
du coup, qui reste rétrospectivement plutôt comme un flop qu'autre chose. Mais les débuts étaient super bien. Voilà, j'ai trouvé. Numéro 2 sur le podium. Alors, j'ai beaucoup hésité entre le 2 et le 1 parce que il y a toujours les débuts qui sont super cool à regarder en soi mais qui n'ont aucune résonance. Et des débuts retours qui sont pas, voilà, qui sont pas ouf en soi à regarder, même si c'est toujours intéressant, mais qui ont une portée historique. Donc j'ai privilégié la portée historique. Donc numéro 1, j'ai mis le retour de Bret Hart, mais avant je vais vous parler du numéro 2. Les débuts de Brian Pillman ne sont pas hyper connus. Brian Pillman, en fait, a continué sa gimmick qu'il avait à la WCW en dehors de la WCW, notamment la ECW, mais il a eu un grave accident de voiture qui fait qu'il a eu je crois une jambe cassée, je ne sais pas trop exactement la blessure. Et donc il était dans le plâtre, et il a été signé à la WWF dans le plâtre, blessé gravement, etc. Et donc il y aura une conférence de presse pour annoncer sa signature, donc avec plein de journalistes, les actionnaires de la WWE, etc. Et il va faire une espèce de déclaration super émouvante, qui est très touchante à regarder, donc ça c'est cool à regarder déjà, où il dit que c'était son rêve, et qu'il remerciait la WWF de le signer alors qu'il est dans le plâtre, etc. Enfin bref. Et donc il est en train presque d'avoir les larmes aux yeux, il est en train de signer, tout le monde applaudit, c'est un beau moment. Et au moment où tout le monde applaudit, il a à peine fini de signer son truc, et il dit à tout le monde « Vogel !» Et là, il part en mode Brian Pillman loose cannon, et il fait une promo, et il parle aux actionnaires, et je sais pas trop qui est dans la conférence ou pas, mais il est en freestyle, et c'est super fun à regarder, j'adore ce truc-là, même si encore une fois, ça n'a aucune portée, puisque Brian Pillman de toute façon était blessé pour au moins encore un an, je pense, donc de toute façon, ça a servi à rien concrètement, autre que de faire un moment super fun, mais pour le coup, j'ai trouvé que c'était super réussi, et Brian Pillman est tellement charismatique, dans des trucs comme ça que voilà. Et puis donc mon numéro 1 sur le début retour de l'année, c'est le retour de Bret Hart. Alors, déjà le truc est cool à regarder en soi, parce que c'est le retour d'un gros babyface, très populaire, tout ça. Mais la portée historique, c'est que Bret Hart a pris un hiatus après WrestleMania pour faire un peu une série, qui s'appelle Lonesome Dove, où il joue un cowboy, enfin bref, peu importe. A priori, bon, il avait pas pris de pause depuis ses débuts à WWF depuis 1985, donc mine de rien, voilà. Je pense qu'il avait envie de se reposer un petit peu. Et parce que je crois pas qu'il est blessé ou rien de 85 à 96. Je crois qu'il est non-stop le mec, hein, quand même, 11 ans. Enfin bref. Et pendant son hiatus, donc, il a été contacté par la WCW pour un contrat mirobolant pour aller à la WCW. Et il y a eu, a priori, des gros pourparlers. Vince McMahon ne pouvait pas du tout s'aligner sur ce que la WCW pouvait lui offrir. Et Bret Hart a finalement choisi de revenir à la WWF pour beaucoup moins d'argent. Mais bon, pour beaucoup d'argent quand même. Hein. Mais parce que voilà, ses fans voulaient qu'il soit là, et parce que, a priori, son neveu qui a été mourant et qui est mort pendant cette période-là, voulait le revoir à la WWF, etc. Puis je pense accessoirement parce qu'il avait son frère Owen et autres dans cette compagnie. Donc voilà, donc il revient, donc il fait une promo pour dire tout ça. Et pendant la promo, on voit Vince McMahon, qui est censé être commentateur, mais on le voit stressé, tout ça. Donc on commence à montrer Vince McMahon aussi en tant que président de la fédération. Et puis pendant cette promo aussi, il tacle beaucoup Shawn Michaels, puisqu'il devait démarrer une storyline, une rivalité, on va dire, in kayfabe uniquement, à ce moment-là, qui va devenir un shoot. Ça devait être un worked shoot, et c'est devenu un shoot work. C'est ce que dit Bret Hart dans l'excellent shoot interview de Bret Hart en 2 parties, en 2000-2001. Regardez cette shoot interview, parce qu'il est super Bret Hart dedans, et je pense que tous les gens qui trouvent que Bret Hart est aigri, ou je sais pas quoi, où il a le melon, où il dit du mal de tout le monde, ou ce genre de truc, regardez ces shoot interviews, vous changerez d'avis, et puis comme ça, ce sera fait. Au-delà de ça, c'est super intéressant. Mais bref, et il démarre aussi la rivalité avec Steve Austin. Donc il y a beaucoup de trucs en fait. Dans une petite interview qui dure 10 minutes avec Jim Ross, il y a la pop de voir son retour, il y a tout le truc historique, et puis il y a les petites storylines qui démarrent et tout ça, donc c'est super bien. On voit même Steve Austin regarder l'interview en backstage sur un écran de télé avec d'autres lutteurs, et quand Bret Hart dit qu'ils veulent l'affronter au Survivor Series, il bouge pas, il a l'air impassible, et t'as Brian Pillman à côté qui est là, ouais, trop bien et tout, puis Steve Austin le regarde, genre ferme ta gueule et tout, c'est assez cool à regarder. Donc voilà, il y a plein de petits trucs. Donc voilà, les débuts retour de l'année. Alors je passe aux nouveaux venus de l'année. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui arrivent dans cette période-là, 95-96, qui vont être les figures majeures de l'attitude là. En 95, ils ont récupéré Triple H, et en 96, ils récupèrent Steve Austin, Mankind, donc Mick Foley, et The Rock à la fin de l'année. Donc on a les 4 pierres angulaires avec Vince McMahon en heel, en personnage, les pierres angulaires de l'attitude là pour la WWF. Mine de rien, alors The Rock, il arrive vraiment à la fin de l'année, il fait ses débuts au Survivor Series, au Madison Square Garden, tout à fait kitsch, donc il n'est pas du tout envisageable sur ce podium. Dans les autres mecs qui font leur début, il y a Mark Henry, il y a Mark Mero, donc l'ex Johnny B. Bad, qui était un très bon mid-carder WCW, puis donc mid-carder WWF très bon. Il y a Farouk,
Ron Simmons qui fait son retour, on ne sait pas trop où il était entre temps, hein. Je ne sais pas ce qu'il a fait en 95-96 lui perso, enfin dans cette période où on ne le voyait pas. Il y a donc Bradshaw, j'en ai parlé, Brian Pillman, j'en ai parlé, il y a l'équipe Furnas et Lafont aussi, qui était une bonne petite équipe de la All Japan Pro Wrestling qu'ils ont récupéré, bon qui va pas faire grand chose parce que Phil Lafont était au bout du rouleau un peu physiquement. Il y a aussi Flash Funk, donc l'ex Too Cold Scorpio, et puis donc Steve Austin, Vader, Mankind. Donc ça fait du lourd, plus quelques autres qui sont anecdotiques, hein, donc on passe. Et donc mon podium, il est assez évident. Enfin, en tout cas, les 3 du podium sont évidents, Mankind, Vader et Steve Austin, parce que c'est les 3 qui vont avoir un rôle très important et qui vont faire des gros matchs. Marc Mero a des très bons matchs aussi, ceci dit. J'ai choisi de mettre numéro 3 Mankind parce que je dirais que en termes de qualité de match, ils se valent, hein, les 3. Mais c'est celui qui a eu le moins d'intérêt, à mon sens, au niveau personnage et tout, dans l'année-là. C'était un peu bizarre, mais bon. C'est dur de choisir, hein. C'était très compliqué. Numéro 2, je choisis de mettre Vader, parce que bon, j'aime beaucoup Vader, et je crois que le temps d'antenne de Vader m'a plus intéressé que le temps d'antenne de Mankind. Ceci dit, Mankind, il y a des super trucs. Un match contre Shawn Michaels et New 10 est extraordinaire. Et puis numéro 1, Steve Austin, parce qu'il a la qualité des matchs, notamment des matchs derrière les fagots, comme le strap match contre Savio Vega. Mais en plus, au niveau promo, personnage, aura, comme ça, il est quand même au-dessus. Donc voilà, Steve Austin numéro 1 assez clairement. Entre Vader et Mankind, c'est interchangeable à mon sens. Award suivant, plus grosse progression de l'année. Je continue avec Steve Austin. Je vais pouvoir faire une petite session Steve Austin. Je triche un peu parce que Steve Austin, il arrive tellement tard en 95 que normalement je suis censé comparer ce qu'ils ont fait dans les années précédentes avec 96. Mais là, il y a une telle progression entre janvier 96 pour Steve Austin, ce qu'il est en janvier 96 et ce qu'il est en janvier 97, donc après cette année-là. C'est énorme. Je veux dire, il s'est trouvé, mais au-delà d'avoir trouvé son personnage, il est devenu intéressant au micro, il est devenu over, et même il s'est trouvé aussi dans son style in-ring, parce que jusque-là, on a l'impression qu'il hésitait un peu entre être un lutteur plutôt technique, plutôt brawler, machin, et comme son personnage va un peu imposer le fait d'être un brawler, même s'il va faire du catch, hein, il est quand même bon autrement, mais il va accentuer ce côté-là, et je trouve que ça va beaucoup mieux marcher pour lui, et donc va devenir, voilà, c'est la progression, elle est vertigineuse à tous les niveaux pour lui. Et puis disons que derrière, il n'y a pas des trucs énormes au niveau progression. Donc Steve Austin numéro 1 clairement. Numéro 2, Undertaker, ça peut peut-être être surprenant. Mais Undertaker, en fait, en 96, va être humanisé. Et c'est juste un énorme bénéfice. Puisque jusque-là, l'Undertaker, depuis 90, il faisait que des matchs un petit peu chiants. Que j'ai toujours considéré qu'il fallait regarder comme un segment, plus que comme un match. Avec beaucoup de trucs un peu surnaturels. Enfin bon, c'était un peu avec Paul Bearer avec l'urne, là, oh, et tout, machin. Enfin bon, c'est un peu spécial. À partir de 96, il va y avoir des vrais matchs. Alors le premier, c'est contre Bret Hart au Royal Rumble 96, qui est pas terrible. Mais à WrestleMania contre Diesel, c'est très bien. Contre Mankind, à chaque fois, ça va être vraiment pas mal tout au long de l'année. Donc les premiers bons matchs de Undertaker, c'est 96 à la WF, à mon sens. Et puis au-delà de ça, le personnage devient beaucoup plus intéressant parce qu'il va être humanisé. Il va avoir un peu moins ce côté surnaturel. Il va garder une mystique autour de lui, mais en étant humain. Et je trouve que c'est là que l'Undertaker est le plus intéressant. Et c'est quand même comme ça qu'on va le voir d'ailleurs le plus souvent. Et puis numéro 3, j'ai mis Sid. Bon, je sais pas vraiment si on peut dire qu'il a progressé, mais il va être très over. Donc ça, c'est indéniable. Et il va avoir des bons matchs contre Shawn Michaels et Bret Hart. Donc voilà, je l'ai mis sur le podium parce que j'ai envie de dire qui d'autre, quoi. Donc voilà, donc Sid. Je passe. J'ai pas envie de détailler un truc que j'ai mis un peu par défaut. Rivalité, storyline de l'année. Bon, il y a des trucs, c'était pas facile pour cet award-là parce qu'il y a des choses qui sont à cheval avec 97 qui sont super importantes, notamment Bret Hart, Steve Austin. Et si je juge que ce qui s'est fait en 96, Bret Hart, Steve Austin, au final, c'est Steve Austin qui tease le retour de Bret Hart en disant qu'il a peur de lui, qu'il veut pas revenir pour l'affronter, machin, et il dit que c'est le shitman et pas hitman, etc. Enfin bref. Il le provoque un peu et quand Bret Hart revient, il dit ok, on va s'affronter, il s'affronte et voilà. Il n'y a rien de plus en 96. Donc je ne l'ai pas mis sur les rivalités de l'année, même si c'est super intéressant, mais en 97, ça va prendre une dimension tout autre, beaucoup plus intéressante, et ça va être clairement une des rivalités incontournables de 97, je vous en reparlerai. Par contre, Shawn Michaels Bret Hart en 96, c'est déjà très intéressant, parce qu'il y a la rivalité face contre face au début de l'année qui amène le match à WrestleMania, où en fait ils se retrouvent l'un contre l'autre sportivement, Bret Hart se trouve être le champion, Shawn Michaels gagne le Royal Rumble, et il y a tout un... Voilà, il y a des déclarations où on le voit les deux s'entraîner, Bret Hart au Canada, Shawn Michaels au Texas. Il y a beaucoup de déclarations aussi où, quand ils savent que ça va être un Ironman match, Bret Hart fait des déclarations où il dit que ça l'avantage considérablement parce que son style de catch est beaucoup plus valable sur la durée, alors que Shawn Michaels, c'est l'explosivité
et que il a aucun doute qu'avec la durée du match, il va pouvoir le battre, etc. Donc, il y a déjà tout un truc psychologique, donc moi j'aime beaucoup. Le match est super. Et à la fin de l'année, il se retise là-dessus. Bret Hart, ça part de Bret Hart. Et Shawn Michaels répond. Et il y a un peu des échanges comme ça où c'est deux faces, mais avec des personnages radicalement opposés. Et c'est super intéressant à regarder un petit peu déjà. Shawn Michaels, par exemple, est au commentaire dans le match Bret Hart Seed de Universe 12. Et il y a des petits tacles et tout ça, donc c'est vraiment cool. Déjà, en 96. Donc la rivalité de l'année, pour moi, c'est ça. Numéro 2, je vais dire Undertaker Mankind. Je ne l'ai pas mis numéro 1 parce que mine de rien, en termes de rivalité, ça reste un petit peu particulier. C'est un peu freak, le freak show un petit peu. Mais les matchs sont bons, ça élève considérablement les deux lutteurs. Il y a le lutteur de Paul Bearer là-dedans aussi, qui était quand même le manager de l'Undertaker depuis 6 ans. Donc c'est pas rien. Mais c'est parce que ça élève. L'Undertaker, ça l'humanise et ça lui donne les premiers bons matchs quasiment de sa carrière. En tout cas à WF. Et Mick Foley, ça va le mettre over et on the map à WF à fond, quoi. Donc ça, c'est une rivalité super positive à tous les niveaux. Et puis numéro 3, j'ai décidé de mettre Vader contre Gorilla Monsoon, contre l'autorité, toute la storyline dont je vous ai déjà parlé avec les débuts de Vader. Parce que ça, je trouvais ça super intéressant à voir. Même si ça n'a pas de grosses retombées, ça fait pas de match en proprement parler, j'ai trouvé que ça avait un retentissement et un intérêt à être vu assez important. Et c'est vrai que c'est sûrement le principal défaut de 96, on n'a pas des super storylines autrement. Si tu regardes les rivalités de Shawn Michaels, qui est pourtant probablement le lutteur de l'année, le plus intéressant à suivre, bah finalement, il y a le match contre Bret Hart, ok, il y a ça, mais sinon, dans le gros de l'année, les rivalités de Shawn Michaels ne sont pas si bien menées, elles n'ont pas une saveur incroyable. Il y a la rivalité contre Diesel, qui est quand même pas mal, mais pareil, c'est assez banal. Avec le Bulldog, ça tourne autour de harcèlement sexuel contre la femme du Bulldog, donc c'est pas super. Avec Vader, bah voilà, quoi, c'est juste Vader est fort, il faut le battre, quoi, enfin bon. Avec Mankind, il y a un truc un peu de mind games, mais c'est pas super intéressant. Je trouve pas que les storylines de Shawn Michaels aient été si bonnes que ça, du coup, bah, on se retrouve un peu par défaut. Mais il y avait quand même 3 storylines et 3 trucs assez intéressants. J'enchaîne avec le meilleur lutteur au micro. Dans une année où les storylines sont pas tip top, on n'a pas des gars qui ont eu du temps d'antenne hyper fort à livrer et tout ça. Donc, sur le micro, j'ai décidé de mettre 3e Shawn Michaels. Alors, il n'est pas du tout premier, malgré qu'il ait un énorme temps d'antenne parce qu'il est babyface. Et que Shawn Michaels en babyface à l'époque, c'est compliqué. Puisqu'il n'était pas du tout babyface en backstage, a priori. D'après toutes les shoot interviews, j'en ai regardé vraiment une sacrée pelletée. Shawn Michaels était vraiment un gros casse-couille en backstage, a priori. Un peu une prima donna. Et je pense que ça se voyait un peu à l'écran. Et du coup, il est un peu antipathique en face, et du coup ça fonctionne pas super, et au micro il peut être très agaçant, et en même temps essayer de prendre un rôle de face, du coup c'est pas super au micro, même si ça reste quand même Shawn Michaels au micro, donc c'est quand même super, donc ça reste sur le podium. Numéro 2, Jim Cornette, qui a beaucoup de temps d'antenne parce qu'il manage quand même Yokozuna, Vader, Owen et le Bulldog, bon Yokozuna qu'une partie de l'année, donc il a beaucoup de trucs à faire, il y a toute la storyline aussi avec Aaron Mason, donc son avocat, qui lui fait un peu un coup de bâtard où il récupère les contrats d'Owen et Bulldog et devient le manager officiel d'Owen et Bulldog dans le dos de Jim Cornette. Donc c'est un peu particulier ça aussi, mais on voit beaucoup Jim Cornette qui est quand même un tueur au micro. Moi j'adore Jim Cornette en manager. Donc voilà. Et puis numéro 1, clairement, et c'est un gars dont j'ai déjà beaucoup parlé, Steve Austin, puisqu'il se donne une aura, une dimension incroyable par ses promos, notamment celle de King of the Ring bien sûr, mais plein d'autres aussi. Tous les segments micro de Steve Austin, tous les segments de Steve Austin à l'époque sont super. Il a vraiment un putain de charisme de heel twinner, un peu sans pitié, badass comme ça, mais c'est pas encore caricatural. On est très loin de la période où il fait les watts et tout ça. Là. On est vraiment dans un truc bien cadré, où je le trouve vraiment super charismatique et efficace. Voilà. Je continue avec le pay-per-view ou show de l'année. 96. Encore une fois, je vous dis, c'est une saison que vous pouvez vous regarder sans problème. Hein, ça se voit vite. Les pay-per-views sont tous globalement intéressants, même s'il y a des matchs de merde souvent et des bons matchs dans les shows à chaque fois. Il n'y a aucun pay-per-view qui est parfait. Numéro 3, moi je pense le troisième meilleur pay-per-view le plus intéressant à voir, ça serait King of the Ring, puisqu'il a la dimension historique avec tout ce qui se passe autour de Steve Austin. Donc la promo Austin 316 et tout ça, ça se passe là, il devient King of the Ring. Il y a un très bon match de Steve Austin contre Mark Mero en opener. Il y a le Undertaker Mankind numéro 1, où Mankind bat l'Undertaker plus ou moins clean, donc c'est quand même intéressant à voir, et c'est un bon match. Le premier vraiment bon match de l'Undertaker avec le match contre Diesel à WrestleMania,
les tout premiers bons matchs d'Undertaker. Et puis le très bon main event, Shawn Michaels, British Bulldog, qui est à mon avis le meilleur match qu'ils ont eu ensemble, qui se construit autour d'un truc un peu, genre je te fais un hammerlock, je crois, ou un headlock. On fait une petite séquence un peu sympa dans les cordes et on revient au hammerlock ou au headlock, etc. Il y a tout un truc comme ça. C'est très facile à lire, très, très sympa à regarder. À défaut d'avoir une psychologie ou un truc épique incroyable, mais c'est vraiment bien à regarder. C'est deux bons workers qui essaient de faire une belle perf. Après, c'est pas un pay-per-view qui a une hit ou un truc de fou au niveau du public, c'est pas fou. Mais voilà, c'est un bon pay-per-view, je trouve. Ensuite, numéro 2, Survivor Series. Là encore, une carte plutôt pas mal. Ça se passe au Madison Square Garden, la foule est super. Il y a l'excellent Steve Austin Bret Hart dedans, un des meilleurs matchs de l'année. Il y a un site Shawn Michaels qui est très intéressant à regarder puisque la foule se retourne contre Shawn Michaels et on a l'impression que ça perturbe Shawn Michaels au point de lui faire perdre le match et je trouve que c'est super intéressant. Il y a un peu le même effet dans le match The Rock Brock Lesnar de SummerSlam 2002 où la foule se met à acclamer Brock Lesnar alors qu'il était censé être heel. Et on voit The Rock qui fait plein de mimiques comme si ça le perturbait un peu. Il avait déjà fait ça contre Hulk Hogan à WrestleMania 18, de toute façon la même année, The Rock. Donc voilà, moi j'aime bien ces matchs là où il y a un truc un peu particulier qui se passe avec le public. Et voilà, donc c'est un match qui est sympa, c'est sûrement un des meilleurs matchs, peut-être même le meilleur match probablement de Sid en carrière. Et puis il y a un bon match 4 contre 4, c'est l'opener qui se finit un peu entre British Bulldog et Owen Hart, les champions par équipe, et Star contre les nouveaux venus, un peu qu'on connaît pas trop, Furnas et Lafont, et ça fait un truc assez sympa. Donc voilà, c'est une carte globalement solide, même si le Undertaker Mankind de ce pay-per-view là n'est pas terrible, mais voilà. Et puis enfin numéro 1, WrestleMania, alors c'est pas si souvent que ça, j'ai dû mettre que WrestleMania 10 jusqu'à maintenant dans toute la décennie comme pay-per-view de l'année, pour une des années. Mais ça, le WrestleMania 12, il est vraiment solide. Alors déjà, tu as plus d'une heure de temps d'antenne, je pense que tu dois avoir 1h10 de temps d'antenne sur un pay-per-view de 3 heures qui est occupé par le Iron Man match. Si tu fais les vidéos package avant, les entrées, la prolongation du match et la célébration d'après-match, je pense que ça occupe 1h10, donc sur 3 heures de show. Donc si vous aimez le match en question et si vous vous intéressez à ça, je vais en parler après du match, c'est cadeau. Et puis sinon, le reste du show est solide. Je vous dis, Undertaker Diesel, c'est plutôt bien. Steve Austin Savage, c'est bien aussi. Le Six-Man Tag en opener, il n'est pas long, il est assez violent, il est cool. J'aime bien le truc un peu fil rouge avec le Street Fight. Donc voilà, moi je trouve que... Et puis même le retour de l'Ultimate Warrior, c'est une curiosité de voir Triple H se faire squasher, c'est plaisant, hein, c'est pas souvent. Donc voilà, c'est un pay-per-view que j'aime bien, c'est un des WrestleMania que j'aime le plus au final. Bon, je le mettrai pas nécessairement sur le podium des meilleurs WrestleMania, mais top 10 sûr, top 5 à discuter. Voilà, donc un petit peu les shows de l'année. Ensuite, match de l'année. Alors, match de l'année, bon, je vous mets mon top 20 en dessous, plus quelques recommandations. Un top 20 plutôt solide. Faut se remettre un peu dans le délire de l'époque. Ils essayaient pas de faire des putains de matchs régulièrement. Du coup, c'est toujours un peu bancal les top 20. On a pas mal de top matchs à 4 étoiles et plus, comme c'était le cas pour les années précédentes. Mais le bas du top 20 est plutôt dans du 3 et quart, petit 3,5. Donc ça peut avoir l'air un peu faible, mais c'est parce que le produit de l'époque avait ce truc où finalement assez peu de matchs sur l'ensemble de l'année essayaient de tout casser. Alors qu'aujourd'hui, toutes les semaines, ils essaient de faire des gros matchs quasiment. Voilà, donc l'observation qu'on peut faire quand on regarde le top 20, c'est que Shawn Michaels est absolument omniprésent. Il a 7 matchs du top 10 et 9 matchs dans le top 20. Donc énorme année de Shawn Michaels. C'est vrai qu'en l'absence de Bret Hart, il a pris beaucoup de place. Et pour le coup, lui, il était en mode showstopper. C'est-à-dire qu'il était en mode, chaque match en pay-per-view, il a envie de faire une énorme perf. Et on voit qu'il essaye. Et comme c'est Shawn Michaels, il y arrive. Beaucoup. Alors, je vais quand même parler de 2-3 matchs, notamment le Iron Man match, qui est numéro 2 sur mon podium, qui est un classique que beaucoup de gens n'aiment pas trop. Pourquoi pas, hein. Mais je me demande s'ils ne l'aiment pas trop, ces gens-là, parce qu'ils ne le comprennent peut-être pas. Donc, dans le doute, j'ai envie d'en parler. Donc, je vais l'expliquer un petit peu, le match. En fait, le délire de ce match-là, c'est que, comme je vous en ai parlé, Bret Hart semblait avoir l'avantage du fait d'avoir une lutte plus technique et qui était plus viable sur le long terme, sur un match qui dure. Et d'ailleurs, il le disait quelquefois avant des matchs, plus le match dure, plus je suis à mon meilleur, plus je prends l'avantage. Et il a beaucoup accentué sur le fait que Shawn Michaels, avec son style plus high fly, flamboyant, à impact, allait sûrement être en difficulté. Et l'histoire du match, en fait, c'est que Shawn Michaels ne va pas faire du Shawn Michaels dans ce match, il va faire du Bret Hart. Il va battre Bret Hart à son propre jeu, en prenant Bret Hart par surprise, et Bret Hart va être frustré de ça, etc. Donc il faut suivre cette ligne-là de storytelling dans le match pour comprendre le match et rentrer dedans. Et, voilà. Et après, à partir de là, ils vont dérouler le truc. Et je trouve qu'ils vont super bien réussir. Je suis toujours impressionné quand je vois ce match-là
à quelle vitesse l'heure de match passe. Voilà, je trouve que ça va super vite. C'est super intéressant à regarder pour la psychologie, notamment de Bret Hart, qui est frustré, et le côté tactique, et voilà, la manière dont les choses montent petit à petit, etc. Et aussi, il y a des gens qui disent parfois que c'est un peu dommage qu'ils aient fait un Ironman match qui finisse en 0-0. Mais du coup, c'est logique, puisqu'ils ont catché en s'adaptant au fait que le match allait durer longtemps. Ils ont changé leur façon de catcher, enfin Shawn Michaels en l'occurrence. Et du coup, ça fait qu'il y a 0-0. Donc si ça n'avait pas été un Ironman match, en fait, l'idée c'est que Shawn Michaels n'aurait pas catché comme ça. Et du coup, il y aurait eu un pin plus rapide. Donc il faut aussi le regarder comme ça. Vraiment, il faut essayer de se mettre en contexte. Si vous avez l'occasion, essayez de regarder les quelques Raw du mois qui précèdent pour vous mettre avec les interviews de Bret Hart et Shawn avant, dans la psychologie déjà. Bret Hart fait beaucoup ça, hein. Il plaçait beaucoup de billes, un peu de psychologie avant les matchs pour qu'on regarde le match comme il faut. Donc ça c'est important aussi de regarder les trucs comme ça. Et puis donc mon match de l'année, j'ai décidé de mettre Shawn Michaels Mankind, qui n'est pas un match si connu que ça, bizarrement. Un match dont on parle assez peu. C'est très bizarre comme match parce que pour le coup c'est une opposition de style radicale, c'est deux mondes qui se rencontrent. Hein. Voilà. Mais je trouve que c'est intéressant. Et puis Mick Foley fait une performance incroyable dans ce match. Il prend un bump sur une table assez fantastique. Bon voilà, il y a un overbooking à la fin qui laisse un petit coup amer. Mais je trouve le match assez fascinant. Voilà, c'est deux matchs que j'adore de toute façon, l'Ironman match et ce match que je mets tous les deux à 4,5. Voilà, donc deux classiques de l'époque. Tout comme le Shawn Michaels Vader, le Bret Hart Steve Austin sont des super matchs. Je pense que c'est incontournable. Et puis je voulais parler vite fait aussi du strap match Savio Vega Steve Austin, qui est un petit classique perso, un peu derrière les fagots, dont on parle peu, qui est à mon sens le meilleur strap match de l'histoire de la WWE, avec, même si c'est pas un strap match, le bull rope match entre JBL et Eddie Guerrero des années plus tard. Ce qui est intéressant dans ce match-là, c'est que là aussi il y a une espèce de donnée psychologique où Savio Vega était présenté comme un spécialiste de ces matchs-là, et Steve Austin n'avait jamais fait un strap match, et du coup Steve Austin est beaucoup perturbé par la stipulation où il pense pas à certains trucs et tout ça, il se fait prendre. Et ça donne un rythme au match, une dynamique et de la substance, j'ai envie de dire. Vraiment cool. Donc super match. Mais voilà, tous les matchs de toute façon qui sont à 3/3 plus, vraiment regardez-les, c'est très très solide. Très sympa. Il y en a quand même 9. Donc voilà. Enfin, voilà. Steve Austin, Marc Mero, c'est un petit 3/3. Mais sinon au-dessus, c'est très solide. Ensuite, le Special Award de l'année. C'est l'idée de mettre un coup de projecteur sur quelque chose dont j'ai pas pu parler mais qui était vraiment bien. Et en l'occurrence, je vais vous parler de Diesel en 96, donc il fait qu'une partie de l'année. C'est pour ça qu'il figure pas trop dans mes awards. Mais je le trouve absolument extraordinaire au micro et dans son personnage et son charisme en 96. Il va continuer à la WCW avec ça. Mais c'est vraiment le Big Daddy Cool. Le mec qui a l'air d'avoir une confiance en lui énorme. Il est twinner une bonne partie de l'année, c'est-à-dire qu'il est ni heel ni face. Il penche plutôt heel, mais voilà, il a encore un truc un peu... je sais pas, il y a quelque chose, il fait un peu heel courageux, qui a pas peur de l'Undertaker, etc. Et qui roule que pour lui. Il a déjà un peu les prémices du Steve Austin, avec ce truc un peu badass, solitaire, très charismatique. Donc voilà, je voulais juste mettre un petit coup de projecteur là-dessus. En plus, Kevin Nash, c'est un lutteur qui est souvent critiqué. Je trouve que c'était quand même un très bon big man. Bon, il n'a pas toujours été excellent, il a beaucoup de craquage, il a beaucoup de trucs un peu faiblards. Mais pour le coup, tu me demandes Kevin Nash ou Kane, qui a souvent été cité, Kane parmi les meilleurs big man de tous les temps. Moi, j'ai tendance à préférer Kevin Nash, perso. Parce que je le trouve plus intéressant au niveau du personnage, du selling, de la psychologie. Et pour moi, ça vaut autant que les prouesses athlétiques ou la durée de vie du mec au plus haut niveau. Bon, après, Kane n'a pas été toujours gâté au niveau des storylines. Hein. Mais voilà, gros coup de projecteur sur Kevin Nash en 96. D'autant qu'il va peut-être pas être trop mis à l'honneur dans les awards sur la WCW en 96 non plus. Alors que 96, si on cumule WWF et WCW, c'est peut-être une de ses meilleures années. Peut-être même sa meilleure année. Donc voilà. Ensuite, tag team de l'année. Bon là on va aller vite parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, la division par équipe c'est de la merde en 96. En gros on a toute l'année Body Donas, New Rocker, Smoking Guns et Godwins. Donc là c'est pas la fête. Godwins c'était nul. Smoking Guns c'est plutôt pas mal mais ils vont être mis heel et en heel ça va pas fonctionner tout ça donc je suis pas trop fan. Les Body Donas ça aurait pu être bien. C'est quand même Chris Candido est un bon lutteur. Mais c'est pas terrible. Et puis les New Rockers sont pas très bien utilisés, donc ça fait pas grand chose. Donc du coup, numéro 1, c'est un peu l'équipe qui s'est frayé un chemin un peu détourné là-dedans, parce que finalement ils sont dans la division par équipe à proprement parler qu'à la fin de l'année.
c'est Owen Hart et le Bulldog, qui vont faire quand même beaucoup de matchs par équipe par ailleurs, notamment des six-man tag avec Vader, que ce soit à WrestleMania ou à Any House 9, et puis qui vont finir par être vraiment mis en équipe, et tout d'un coup ça va faire du bien. À la fin de l'année, ils vont devenir champions par équipe, ils vont avoir le match dont j'ai parlé tout à l'heure au Survivor Series, avec Furnas et Lafont, donc puis même il y a une alchimie entre eux, un peu qui rappelle un peu Kurt Angle, Chris Benoit, cette espèce d'équipe heel où il y en a un qui est un peu plus face que l'autre et tout ça, ils essayent de surclasser l'un l'autre et tout ça. Donc voilà, une super équipe qui démarre et qui va faire l'année 97. Donc voilà, équipe de l'année clairement. Et puis après j'ai choisi de mettre Smoking Guns en 2 parce que je pense que c'est quand même la meilleure équipe du lot, même s'ils font pas une super équipe, une super saison pardon, en 96. Et puis 3 les New Rockers qui sont probablement aussi bons que les Smoking Guns mais moins bien utilisés, un peu plus relous. Donc voilà, bon, c'est un podium un peu foireux. Lutteur de l'année, bon, ça va aller beaucoup mieux. Mon lutteur de l'année, ça va pas être compliqué, je vais aller vite. Shawn Michaels Trust, de toute façon, mon top 20. Et il est bon au micro, donc forcément, lutteur de l'année large. Je rappelle quand même que depuis 91, j'ai mis Bret Hart lutteur de l'année toutes les années, donc ça fait du bien de changer un petit peu, Shawn Michaels. Voilà, bon, j'ai expliqué à chaque fois pourquoi. Hein. C'est pas parce que je suis marque de Bret Hart que je l'ai mis, c'est plutôt l'inverse. C'est parce que je me suis rendu compte à quel point il est excellent que je suis devenu aussi marque de Bret Hart. Bon, bref, en 96, clairement et largement Shawn Michaels. On a rarement vu un lutteur aussi évidemment lutteur de l'année. Je pense que peut-être CM Punk en 2012 serait la meilleure réponse pour dire voilà une année où il y a un mec qui est clairement au-dessus de tout le monde. 96 Shawn Michaels, c'est assez impressionnant. Et puis ensuite, il suffit de reprendre mon podium des nouveaux venus de l'année. Donc Steve Austin numéro 2, Vader numéro 3. Si j'avais dû continuer, j'aurais mis Mankind numéro 4. Puis après, peut-être qu'on aurait eu du Bulldog, Owen, je sais pas trop, mais voilà, les nouveaux venus là en l'occurrence, donc Austin, Vader et Mankind ont été extraordinaires, tant in-ring que dans le personnage, surtout pour Steve Austin, donc assez logiquement on retrouve ce podium là, donc Shawn Michaels 1, Austin 2, Vader 3, un joli podium, et qui est très différent des podiums des années précédentes où on avait souvent donc Bret Hart et Razor Ramon sur le podium notamment, et bien là c'est plus le cas. Et puis enfin je finis avec le dernier award comme d'hab, moment de l'année, c'est pas ouf. Bon, bah, il y a les débuts retours de l'année qui sont vachement bien, donc du coup, j'ai eu envie d'en mettre sur le podium. Bon, le numéro 1 du podium, c'est le moment le plus important de l'année. Si vous ne le connaissez pas, il faut aller le voir tout de suite. C'est Steve Austin qui gagne le King of the Ring et la promo qu'il fait après, avec le fameux Austin 316. C'est une promo qui est tellement importante historiquement et qui est super cool à regarder directement. Moi, pour vous dire, je la connais par cœur. Hein, il y a des jours où, quand j'ai pas envie de chanter sous la douche, je me fais la promo Steve Austin. Hein, ouais, c'est un peu ça. Mais c'est vraiment, je suis loin d'être le seul. Je sais que c'est une promo qui est cultissime et qui est vraiment cool à regarder, quoi. Il y a un truc, même le public, comment ils réagissent, c'est comme s'ils s'attendaient pas à ça. C'était un peu le public qui un peu ronronnait tranquillement. Il se dit bon, voilà, la WF. Puis tout d'un coup, waouh, qu'est-ce qui se passe là? Tout d'un coup, c'est vraiment cool. Donc voilà, moment de l'année assez clairement. Numéro 2, je vais quand même mettre la victoire de Shawn Michaels à WrestleMania, qui est quand même un truc un peu émouvant au terme d'un match épique. Première prise de titre pour un gars qui est quand même une énorme légende dans l'histoire du catch. Et puis voilà, il a toujours dit, et c'est vrai apparemment, que c'était son rêve d'enfant, et que voilà, je pense que les larmes qu'il a quand il regarde le titre, elles sont réelles. Donc il y a une grosse émotion, il y a quand même un truc, et c'est important, au moins à l'échelle de l'année, voire historiquement. Donc ça, je voulais le mettre. Et puis en 3, je vais choisir plutôt que les heel turn de Paul Bearer sur Undertaker, qui est marquant, le retour de Bret Hart, que j'ai mis donc début retour de l'année. J'aurais pu mettre peut-être Brian Pillman ou Vader ou quoi, les autres retours de l'année, début retour de l'année, potentiellement sur le podium. Excusez-moi. Mais donc ouais, les débuts, enfin le retour de Bret Hart, je trouve que c'est quand même historiquement important et un segment avec plein de petits trucs. Hein, l'histoire avec la WCW et tout ça, mais ce qui parle d'une compagnie rivale et tout ça. Le truc avec Vince McMahon, le truc avec Shawn Michaels, le truc avec Steve Austin, il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc voilà. Donc je vous invite à aller voir tout ça si vous ne connaissez pas. Tant les matchs que les pay-per-view, que les segments, que voilà. Me dire surtout ce que vous en pensez, que vous connaissiez déjà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, donc classement des matchs, si vous pensez qu'il y a un match que j'ai un peu sous-classé, un autre que j'ai peut-être surcoté, j'en sais rien. N'hésitez surtout pas à me dire tout ce que vous en pensez. Puisqu'en plus, la prochaine vidéo que je vais faire, ce sera la FAQ permanente, donc je répondrai à vos questions sur cette vidéo ou n'importe laquelle des autres vidéos du passé. N'hésitez surtout pas. Et puis donc je reviendrai avec des réponses à des questions diverses et variées très bientôt, je pense. En attendant, portez-vous bien et puis à plus.